Je m'appelle Mira Spencer. J'ai 36 ans, et j'ai recousu des inconnus à 3 heures du matin, sans que mes mains ne tremblent jamais. Un an après mon divorce, je terminais mon service près de la maternité, lorsque mon ex-belle-mère m'a repéré près des ascenseurs. Carole Bishop avait une façon de sourire, qui ressemblait à une porte se refermant. Elle s'est avancée droit sur moi, d'un air suffisant, et l'a dit assez fort pour que les infirmières l'entendent. Te quitter a été la meilleure décision que mon fils ait jamais prise. Maintenant, il a un petit garçon avec ta meilleure amie. 6 années à être qualifiée de femme brisée, condensée en une seule respiration. Je n'ai pas bronché. Je l'ai simplement regardé, calme comme un encéphalogramme plat, et je lui ai dit, est-ce vraiment ce que vous croyez? 5 minutes plus tard, un homme que ni elle, ni ma meilleure amie n'attendait, a franchi cette porte. Et le seul nom que personne ne voulait voir écrit, était sur le point d'être lu à voix haute dans un tribunal. Laissez-moi revenir 5 minutes en arrière, car le sourire est arrivé avant l'homme. C'était un jeudi, vers la fin d'une garde de 12 heures, et je transmettais un dossier à un infirmier de nuit nommé Théo. L'aile de la maternité se trouvait juste après le couloir des urgences où je travaillais, et je l'avais traversé une centaine de fois sans y penser. Carole était là en visite. Bien sûr qu'elle y était. Paige avait accouché 3 semaines plus tôt, et toute la partie de la ville appartenant au Bishop avait défilé, avec des ballons et des petits plats. Je le savais. Je m'y étais préparé. Ce à quoi je ne m'étais pas préparé, c'est que Carole se plante en travers de mon chemin, comme si elle avait attendu ça toute l'après-midi. Elle m'a jaugé de la tête aux pieds, observant ma tenue d'hôpital et mes yeux fatigués, puis elle a levé le menton. C'est à ce moment-là qu'elle a déballé son discours sur son fils, sur son petit garçon, et sur ma meilleure amie. Théo s'est figé à côté de moi. Une aide-soignante qui passait par là a ralenti le pas. J'ai senti mon propre pouce trouver la fine montre en or à mon poignet, celle qui avait appartenu à ma grand-mère. J'ai appuyé sur le cadran, comme je le faisais depuis que j'étais petite fille, attendant que passe une chose que je ne pouvais pas encore changer. Je n'ai pas haussé le ton. J'avais appris depuis longtemps que la personne la plus bruyante dans une pièce, est rarement celle qui détient la vérité. Est-ce vraiment ce que vous croyez, lui ai-je redemandé, plus doucement cette fois. Carole a scié, déstabilisée par mon calme. Elle s'attendait à des larmes, à de la rage, ou au moins à un mouvement de recul. Elle n'a rien eu de tout cela. Et quelque part au bout de ce couloir, les portes automatiques ont sifflé en s'ouvrant, bien que je ne me sois pas encore retourné pour regarder. Je ne savais pas qui arrivait, mais je savais ce que j'avais déjà mis en mouvement. Voici ce que vous devez savoir sur moi, avant que le reste de l'histoire ne prenne tout son sens. J'ai grandi dans une ville agricole du sud de l'Ohio, le genre d'endroit où les affaires de chacun sont l'évangile de tous. Ma mère nettoyait des maisons. Mon père conduisait un camion de fourrage, jusqu'à ce que son dos lâche. J'ai cumulé 2 emplois pendant mes études universitaires, et 2 autres pendant mes études de médecine. Et j'ai appris à garder la tête baissée, pour laisser mon travail parler de lui-même. Ce fut là toute ma philosophie, pendant la majeure partie de ma vie. Faites du bon travail, silencieusement, et la vérité finira par s'imposer d'elle-même. Les gens verront qui vous êtes vraiment. Je croyais en cela, de la même manière que certains croient en la chance. Cela a fait de moi un bon médecin en salle de traumatologie. Là où vous n'avez pas le temps de paniquer, et où vous n'avez pas à vous justifier. Vous réparez simplement ce qui est devant vous, et vous passez au suivant. L'odeur de cet endroit, cette odeur propre de coton et d'antiseptique qui s'accroche à tout dans un hôpital, avait le don de m'apaiser dès la seconde où j'y mettais les pieds. Cela signifiait que j'étais dans un endroit où j'excellais. Un endroit où personne, jamais, ne m'avait qualifié de femme brisée. Je pouvais diriger une réanimation, remettre une épaule en place, ou rassurer un enfant effrayé pendant qu'on le recousait. Tout cela, sans que mon pouls ne s'accélère. Mais ce même instinct, celui qui me rendait inébranlable sous la pression, avait une part d'ombre. Je portais mes fardeaux toute seule. Je ne demandais jamais d'aide. Et quand les gens ont commencé à raconter sur moi une histoire qui n'était pas vraie, j'ai fait la pire chose possible qu'une femme silencieuse puisse faire. J'ai cru que garder le silence serait suffisant. L'hôpital était le seul endroit restant, où personne n'osait me qualifier de femme vide. Le reste de ma vie, à cette époque, était une toute autre histoire. J'ai épousé Mark Bishop à 28 ans. Il était charmant, d'une manière qui donnait aux inconnus le sentiment d'être unique. Il se souvenait des noms. Il serrait des mains avec conviction.
La moitié du comté se serait portée garante pour lui. Et pendant les premières années, je l'aurais fait aussi. Nous voulions des enfants. Nous avons essayé pendant longtemps, et rien ne s'est passé. Et rien ne s'est passé, s'est installé dans notre maison, comme une troisième personne assise à table. Au bout d'environ 2 ans, j'ai fait ce que n'importe quel médecin aurait fait. J'ai suggéré que nous fassions tous les deux des examens. De simples analyses de sang, un bilan de base, le genre de choses que je prescrivais à mes patients tous les jours. Marc a refusé. Il en a d'abord ri, puis il est devenu tranchant sur le sujet. Il a affirmé qu'en tant que bishop, les hommes n'avaient pas ce genre de problème. Il a enveloppé cela dans un petit discours sur la foi, sur le fait que nous devions laisser cela entre les mains de Dieu. J'ai insisté une fois, j'ai insisté 2 fois, puis j'ai laissé tomber. Parce qu'on ne peut pas traîner de force un homme adulte dans une clinique. Et comme je croyais toujours que le silence était une forme de patience, je suis allé me faire tester toute seule. Mes résultats sont revenus parfaitement normaux. Je me souviens être assise dans ma voiture, sur le parking de la clinique, en train de lire le papier, à la fois soulagée et confuse. Si ce n'était pas moi, alors qu'est-ce que c'était? Je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais pas en forcer une. Et plus je restais sans réponse, plus il devenait facile, pour les gens autour de moi, d'écrire la leur. À ce moment-là, Marc avait déjà commencé à dire des choses. Des choses discrètes, d'abord à sa mère. Que le problème venait peut-être de moi. Que peut-être, j'en étais tout simplement incapable. Je ne savais pas encore jusqu'où un mensonge silencieux peut voyager, quand la bonne personne décide de le transporter. Carole Bishop dirigeait le cercle des femmes de son église, de la même manière qu'un général dirige une campagne militaire. Elle avait enterré son mari très jeune, et avait élevé Marc toute seule. Et quelque part, au cours de ces années difficiles, elle avait décidé que son fils était la preuve qu'elle n'avait pas échoué. Il était parfait, parce qu'il devait l'être. S'il ne l'était pas, à quoi tous ces sacrifices auraient-ils servi? Alors, quand Marc lui a murmuré que le problème venait probablement de moi, Carole ne l'a pas remis en question une seule seconde. Elle s'en est emparée, et elle a couru avec. Cela a commencé doucement. Un soupir compatissant lors d'un repas partagé, une main posée sur un bras, une voix baissée. Pauvre Marc. Il voulait tellement des enfants. Puis, l'histoire a montré les dents. Lors d'un souper paroissial cet automne-là, elle m'a présenté à la femme d'un pasteur en visite, avec un regard de pitié calculé. « Voici Mira », a-t-elle dit. « Ma belle-fille. Elle est médecin, vous savez. C'est vraiment dommage pour les enfants. » La femme m'a fait un signe de tête triste et entendu. Et j'ai compris que, quelle que soit l'histoire racontée sur moi, elle m'avait déjà devancé. Je me tenais là, dans ma belle robe, tenant une assiette en carton, et Carole tapotait ma main, comme si j'étais celle qui avait besoin de réconfort. Ensuite, elle a dit la chose qu'elle allait continuer à répéter pendant des années. La chose qu'elle disait, de la même façon que d'autres disent le bénédicité, certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça. Elle souriait quand elle le disait. Elle y croyait. C'était ça le pire. Elle n'était pas cruelle intentionnellement. Elle ne faisait que répéter ce que son fils lui avait transmis. Un discours poli, et plein de certitude. Et elle n'avait aucune idée, que ces mots étaient un mensonge portant sa propre voix. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et je n'ai rien dit à Marc. J'aurais dû. Mais j'attendais toujours que la vérité s'impose d'elle-même. Paige Dolan était ma meilleure amie depuis que nous avions 15 ans. Nous nous étions rencontrés dans un cours de chimie au lycée, et étions restés proches à travers tout ce qui a suivi. Mon déménagement pour les études, sa série d'emplois qui ne duraient jamais vraiment. 2 états différents, et une douzaine d'années. C'était elle que j'ai appelée quand mon père est mort. Elle s'est tenue à mes côtés lors de mon mariage, dans une robe verte, et a pleuré pendant mes vœux. Alors, quand les commérages de l'église ont commencé à m'atteindre, c'est sur Paige que je me suis appuyé. Elle venait à la maison avec du vin, me laissait vider mon sac, et elle savait toujours trouver les mots justes. Ou du moins, c'est ce que je croyais. En y repensant, chaque réconfort qu'elle offrait cachait un hameçon. Tu es tellement accomplie, Mira. Peut-être que ce n'est tout simplement pas ta voix. Marc t'adore. Ne laisse pas sa mère te monter la tête. Tu n'as pas besoin d'un bébé pour être entière. Des mots gentils, tous autant qu'ils étaient. Mais ils appuyaient toujours sur la même blessure.
Il me rappelait constamment cette chose, qui était censée me manquer. Je n'avais pas remarqué, à l'époque, à quelle fréquence ses yeux dérivaient vers Marc à travers la pièce. Ni comment elle avait commencé à connaître des détails sur son emploi du temps, que je ne lui avais pas dit. J'étais trop occupé à être reconnaissante, d'avoir une seule personne qui ne semblait pas me juger. Elle s'asseyait sur mon canapé, dans mon propre salon, et me disait que je méritais mieux. Et j'acquiesçais, sans jamais penser une seconde qu'elle sous-entendait, elle, qu'elle méritait ma vie. Les gens comme Paige ne prennent pas ce qui est à vous d'un seul coup. Ils l'empruntent, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'un jour vous leviez les yeux, et qu'il n'y ait plus rien. Et ils se tiennent là, au milieu de votre vie, comme s'ils y avaient toujours été destinés. Je lui faisais une confiance absolue. Ce fut la deuxième erreur, que je ne savais pas que je commettais. Marc a demandé le divorce un mardi. Je suis rentré d'une garde pour trouver une enveloppe beige sur le comptoir de la cuisine, et son placard à moitié vide. Il n'a même pas attendu de me le dire en face. À la fin de la semaine, il avait emménagé dans l'appartement de Paige de l'autre côté de la ville, et l'histoire était déjà écrite à ma place. La version qui circulait était propre, et cruelle. Mira était froide. Mira était mariée à son travail. Mira ne pouvait pas lui donner d'enfant. Et un homme veut une famille, n'est-ce pas? Carole s'est assurée que chaque banc de l'église l'entende. Paige, ma Paige, n'a rien dit pour rectifier le tir. Les deux personnes qui me connaissaient depuis le plus longtemps, m'ont laissé devenir une mise en garde vivante, et je n'ai pas lutté. Car lutter, c'était avoir l'impression de leur donner raison. Je n'ai pas publié un seul mot sur Internet. Je n'ai appelé personne pour me défendre. Le lendemain matin, je suis allé travailler, j'ai plâtré le bras cassé d'un adolescent, je lui ai dit qu'il irait bien, et ce fut le cas. Et cela m'a semblé être la seule chose vraie, que j'ai faite de toute la semaine. Si vous avez déjà avalé un mensonge sur vous-même juste pour maintenir la paix, pour préserver une famille, une amitié, une réputation que vous aviez mis des années à construire, alors vous savez exactement quel goût cela a. Ça a le goût du sang, qu'on ne vous autorise pas à recracher. Restez avec moi ici, car c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. La paix que je préservais si soigneusement n'était même pas la mienne. Elle appartenait aux gens qui mentaient à mon sujet. C'étaient eux, qui avaient besoin que je reste silencieuse. Commentez et vérité si vous avez déjà été dans cette situation, et continuez à regarder. Car le silence n'a pas duré. Je veux vous raconter le jour où un conseil d'administration d'hôpital m'a appris, que certaines choses valent la peine de faire du bruit. L'histoire a cessé de concerner uniquement mon mariage, le jour où elle a franchi les portes de mon hôpital. J'étais en lice depuis des années pour diriger le service des urgences. J'avais élaboré les protocoles de traumatologie, sur lesquels la moitié du comté fonctionnait désormais. Le poste était quasiment le mien, et tout le monde le savait. Puis, les murmures ont atteint le comité d'accréditation. Pas la vérité. Il n'y avait aucune vérité à trouver, juste l'apparence de celle-ci. La vie personnelle du docteur Spencer est instable. Il y a des doutes sur son jugement. Avez-vous entendu parler du divorce? De ce que dit la famille de son mari? Un membre du conseil, un homme qui jouait au golf avec l'oncle de Marc, a commencé à poser des questions incisives sur ma capacité à diriger sous pression. Comme si je n'avais pas passé une décennie à rester calme, pendant que des gens se vidaient de leur sang sur ma table. Quand la nomination a été annoncée, le poste est revenu à quelqu'un qui avait la moitié de mes heures de vol, et aucun de mes protocoles. Ils m'ont dit que j'étais une candidate solide. Ils m'ont dit que c'était une décision difficile. Ils ne m'ont pas donné la vraie raison. Mais j'avais grandi dans une petite ville. Je reconnaissais le son d'un verdict, déguisé en compliment. C'est cette nuit-là que quelque chose a basculé en moi. Un mensonge sur mon corps m'avait coûté mon mariage, et je l'avais laissé faire, parce que je pensais que l'endurer était la chose la plus digne à faire. Mais maintenant, ce même mensonge s'infiltrait dans le seul endroit que je n'avais jamais laissé personne toucher. Mon travail, mon nom, la chose pour laquelle j'avais saigné. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, de la même manière que je m'étais assise des années auparavant pour lire mes résultats d'examen normaux. Et j'ai réalisé que le silence dont j'avais été si fier avait un prix. Et que quelqu'un d'autre avait discrètement fait grimper l'addition. Une infirmière en qui j'avais confiance, m'a donné le nom d'une avocate appelée Ruth Callaway. Le bureau de Ruth se trouvait au-dessus d'une quincaillerie.
Elle avait des lunettes de lecture repoussées sur des cheveux gris, et une façon de vous regarder, comme si elle avait déjà 3 coups d'avance. Je lui ai tout raconté. Le mariage, les ragots de l'église, le conseil d'administration, le poste que j'avais perdu. Elle a écouté sans m'interrompre, ce que les avocats font rarement. Et quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo. Ce que vous décrivez pourrait être de la diffamation, a-t-elle dit. Peut-être une atteinte à l'image, mais je ne vous mentirai pas. C'est difficile. Elle m'a exposé les choses clairement. Pour gagner, nous devions prouver 3 choses. Qu'une fausse déclaration spécifique avait été faite. Qu'elle avait été diffusée à d'autres personnes. Et qu'elle m'avait causé un préjudice réel et mesurable. La partie sur le préjudice, vous l'avez, a-t-elle poursuivi. Une promotion perdue, c'est un chiffre. Un salaire, c'est un chiffre. C'est la partie facile. Je suis resté assise là, faisant tourner la montre de ma grand-mère autour de mon poignet. Et la partie sur la fausseté? Ruth m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est la partie sur laquelle vous devez être prête à vous battre en public. Ils diront que la déclaration est vraie. Ils diront que vous ne pouviez vraiment pas avoir d'enfant. Pour gagner, vous devrez être prête à prouver que ce n'était pas vous. J'ai senti mon estomac se nouer, car bien sûr, je ne pouvais pas prouver cela. Mes résultats étaient normaux, mais un résultat normal ne dit pas à qui la faute incombe. Il dit seulement que ce n'était pas la mienne. J'ai failli me lever et partir. Toute cette affaire me donnait l'impression d'inviter la ville entière à me disséquer. Puis, Ruth a dit la chose que j'avais besoin d'entendre. Le silence n'est pas une vertu, Mira, quand il vous coûte votre carrière. Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de les obliger à prouver ce qu'ils avancent. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne suis pas parti non plus. J'ai passé 2 semaines à peser le pour et le contre. Je ne suis pas impulsive. Je prends des décisions de la même manière que je lis un dossier médical. Lentement, puis tout d'un coup. J'ai écrit tout ce que je risquais de perdre. La communauté religieuse, qui m'avait vu grandir. Ma réputation dans une ville, qui croyait déjà à moitié au pire. La façon dont les gens allaient parler, me qualifiant d'amère, de froide, disant que j'étais le genre de femme qui poursuit la famille de son ex-mari par méchanceté. Je savais exactement comment cette histoire allait se dérouler, car ils en avaient déjà écrit la majeure partie. Mais ensuite, j'ai rempli l'autre colonne. Mon nom, mon travail, la vérité, et le simple fait que je n'avais rien fait de mal, et que j'étais puni pour cela de toute façon. J'en revenais sans cesse à une chose. Je ne faisais pas ça pour blesser Marc. Si j'avais voulu le blesser, j'avais eu une année entière d'opportunités pour le faire. Je faisais ça pour qu'un conseil d'administration d'hôpital cesse de croire à une histoire qui n'était pas vraie. Pour que la prochaine fois que mon nom serait prononcé dans une pièce où je ne me trouvais pas, il soit prononcé proprement. C'est la ligne que j'ai tracée, et je l'ai tracée délibérément. Ce ne serait pas de la vengeance. La vengeance est bruyante, affamée, et jamais satisfaite. Ce serait la vérité. Dite une bonne fois pour toutes, dans un endroit où cela comptait, par quelqu'un qui avait enfin décidé qu'elle en avait fini de porter un mensonge appartenant aux autres. J'ai appelé Ruth un lundi matin, avant ma garde. Je lui ai dit que j'étais partante. Bien, a-t-elle répondu. Alors, obligeons-les à le dire sous serment. J'ai raccroché, je suis entré dans la salle de traumatologie, et j'ai passé la journée la plus sereine que j'ai eue depuis 1 an. Il s'avère qu'une décision prise est une forme de calme en soi. Ruth a rédigé la plainte au cours des semaines suivantes. Elle nommait les déclarations spécifiques, les dates, les témoins qui les avaient entendus. Elle exposait la promotion perdue, la différence de salaire, le dommage documenté causé à ma réputation professionnelle. La lire faisait un effet étrange. Toute mon humiliation silencieuse, organisée, numérotée, et transformée en quelque chose qui avait du poids. Quand elle a été déposée, la nouvelle a traversé la ville plus vite que n'importe quelle ambulance que j'ai jamais conduite. Mira Spencer poursuit les Bishops. Carole était incandescente. Elle a dit au cercle des femmes que j'étais devenue vindicative et sans foi, que le chagrin face à ma maison vide m'avait rendu cruel. Elle a renchéri sur chaque mot qu'elle avait jamais prononcé. Ce qui, bien qu'elle ne le sache pas, était exactement ce que Ruth espérait qu'elle ferait. Marc est resté silencieux au début. Paige aussi.
Mais j'ai commencé à recevoir des messages. Certains cruels, d'autres curieux, et quelques-uns discrètement solidaires, de la part de femmes qui avaient vu leur propre réputation réécrite, par des personnes qui prétendaient les aimer. L'un d'eux disait, « Tant mieux pour vous. Ils ont fait la même chose à ma sœur. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai juste continué à me présenter au travail, et laissé l'affaire avancer à la vitesse de la justice. C'est-à-dire, lentement. Ruth m'a expliqué que la prochaine étape serait la réponse de la partie adverse. La façon dont l'avocat de Mark choisirait de défendre ses déclarations, allait tout déterminer. Ils ont deux voies possibles, a-t-elle dit. Ils peuvent dire que les commentaires n'étaient que des opinions, des sentiments blessés, rien de condamnable. Cette voie est agaçante, mais gérable pour eux. Elle a tapoté son stylo sur le bureau. Ou ils peuvent planter leur drapeau, et dire que les déclarations étaient vraies. Que vous étiez vraiment la cause du problème. C'est cette voie-là, que je prie pour qu'ils prennent. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a souri, comme une femme qui connaissait déjà la réponse. Parce qu'alors, ils doivent le prouver. Et pour le prouver, ils doivent ouvrir une porte. Ils ont pris la deuxième voie. Bien sûr qu'ils l'ont fait. L'avocat de Mark a déposé une réponse, qui plantait le drapeau exactement là où Ruth l'avait espéré. Leur défense, en clair, était que les déclarations à mon sujet n'étaient pas du tout de la diffamation, parce qu'elles étaient vraies. J'étais vraiment la raison pour laquelle le mariage n'avait produit aucun enfant. La faute, soutenait-il sur le papier, était médicale, et c'était la mienne. Quand Ruth m'a appelé pour me l'annoncer, je pouvais entendre quelque chose de proche du ravissement, sous sa voix posée. Ils viennent de prononcer les mots magiques, m'a-t-elle dit. La vérité est un moyen de défense. Mais voici ce à quoi ils n'ont pas réfléchi. Elle a laissé passer un instant. Pour prouver que la déclaration est vraie, pour prouver que vous étiez celle qui était infertile, ils devraient exposer vos deux bilans médicaux devant un tribunal. Bon, je ne vais pas vous vendre du rêve. Les dossiers de reproduction sont parmi les plus privés qui soient. Et aucun juge ne les remet à la légère. Nous devrons encore convaincre le tribunal que c'est pertinent, et ciblé. Mais ils viennent juste d'affirmer sous serment, que la cause venait définitivement de vous. Ils ne peuvent pas faire cette affirmation, puis refuser de laisser qui que ce soit examiner son cas à lui. C'est la faille. Ce n'est pas une porte grande ouverte. C'est une faille. Mais je peux travailler avec une faille. Je me suis assise lentement, à la table de ma cuisine. Ce qui veut dire, a répondu Ruth, qu'ils viennent de mettre la propre fertilité de Mark en jeu. Il a passé des années à se cacher derrière le fameux « c'est elle ». En le jurant devant le tribunal, il nous a peut-être donné la raison pour enfin poser la question sur lui. Pas de promesse. Mais c'est la meilleure ouverture que nous ayons eue. Pendant 6 ans, j'avais été celle dont le corps était sujet à discussion, lors des repas partagés et des cercles de prière. Et en essayant de rendre cela officiel, en essayant de gagner en le clamant haut et fort au tribunal, les bishops avaient fait la seule chose qu'aucun d'entre eux n'avait jamais voulu faire. Ils avaient ouvert la porte, à ce qu'on se penche sur Mark. J'ai repensé à son refus de faire les tests, toutes ces années auparavant. À ses petits discours tranchants. À la façon dont le sujet s'était toujours refermé brutalement, dès qu'il se tournait vers lui. Je n'ai encore rien dit à Ruth. Mais un fil que j'avais enfoui il y a longtemps, venait de tressaillir, et je l'avais senti bouger. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose cloche. J'ai repassé la chronologie dans ma tête, lentement et prudemment, comme on relit un vieux dossier pour trouver la chose qu'on a manquée la première fois. Et c'était là. 7 ans en arrière. Un matin, au début de notre mariage, Mark était parti seul en ville, pour ce qu'il appelait un bilan de santé de routine. Il avait été absent toute la journée. Il était rentré changé, silencieux d'une manière qui ne lui ressemblait pas, cassant avec moi pour un rien. Et il s'était servi un verre avant le dîner, ce qu'il ne faisait jamais en semaine. Je lui avais demandé si tout allait bien. Il avait répondu que ce médecin était un charlatan, que tout ce voyage était une perte de temps, et il avait changé de sujet si brusquement que ça en avait laissé une trace. Et voici la partie qui me faisait fixer le plafond. Après ce jour-là, il n'a plus jamais mentionné l'idée de se faire tester. Pas une seule fois. Avant la ville, il faisait au moins semblant de prendre la question au sérieux. Après, le sujet était tout simplement clos.
Et c'est quelque part au cours de ces mêmes semaines, que les premières rumeurs sur moi ont commencé. À l'époque, j'avais classé cela comme le comportement d'un homme de mauvaise humeur, suite à une après-midi perdue. Je n'avais fait aucun lien avec quoi que ce soit, parce que je ne cherchais pas un mensonge. On n'audite pas les gens qu'on aime. Mais maintenant, avec les mots de Ruth qui résonnaient encore à mes oreilles, cette journée silencieuse en ville ressemblait moins à un voyage inutile, et davantage au moment où quelque chose s'était décidé. Je n'avais pas de preuves. Je veux être clair là-dessus. J'avais un souvenir et un mauvais pressentiment, ce qui ne vaut rien dans un tribunal. Mais c'était suffisant pour indiquer à Ruth où pointer le doigt. Et le lendemain matin, c'est exactement ce que j'ai fait. Ruth a écouté mon histoire concernant ce voyage en ville, sans rien noter, ce qui, j'avais appris à le savoir, signifiait qu'elle prêtait une attention extrême. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un instant. En soi, ce n'est rien, a-t-elle dit. Le souvenir d'une mauvaise humeur. Mais c'est une raison pour poser la bonne question. Elle a expliqué ce qui allait suivre. Parce que la partie adverse avait mis ma fertilité en cause, et parce qu'ils avaient soutenu que le problème venait définitivement de moi et non de lui, Ruth pouvait demander au tribunal d'exiger la production des propres dossiers médicaux pertinents de Marc. S'il veut prétendre que c'était vous, a-t-elle expliqué, la loi m'autorise à demander à vérifier si ce n'était pas lui. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas n'ouvrir une porte qu'à moitié. Elle a déposé la requête la semaine suivante. L'avocat de Marc s'y est farouchement opposé, et j'ai compris alors que j'avais touché quelque chose de réel. Car personne ne se bat avec autant d'acharnement pour rien. Ils ont invoqué la vie privée. Ils ont invoqué la pertinence. Ils ont invoqué tout ce qui pouvait garder ce seul dossier fermé. L'audience a été programmée, et j'ai dû vivre avec l'incertitude. Ce qui, pour une personne comme moi, est une torture très particulière. J'ai l'habitude de prescrire un test, et d'obtenir une réponse. Là, c'était différent. Il s'agissait de demander à un juge la permission de seulement regarder. Je suis retourné à mes gardes, j'ai réparé des os, lu des scanners, et j'ai essayé de ne pas penser à un dossier que je n'avais jamais vu. Un dossier rangé dans les archives d'une ville quelconque, qui pouvait tout dire, ou ne rien dire. Ruth m'a dit d'être patiente. Les tribunaux avancent lentement à dessein. Elle a dit que cela donnait le temps à la vérité de cesser d'être effrayante. Je n'avais pas peur de la vérité. Je n'avais jamais eu peur de la vérité. J'avais peur qu'il trouve un moyen de m'en éloigner. Avant que le juge ne statue sur la requête, Ruth avait besoin que je signe une plainte vérifiée. Une version sous serment de tout le dossier, chaque déclaration, chaque date, chaque témoin, certifié sous peine de parjure. Elle l'a posée sur le bureau entre nous. Une pile épaisse, avec de petits onglets de couleur marquant chaque endroit où mon nom devait figurer. Lisez tout, a-t-elle dit. Ensuite, ne signez que ce dont vous savez que c'est vrai. Alors, je l'ai lu. Chaque ligne. Le repas partagé, la femme du pasteur, les mots exacts prononcés par Carole lors du souper de l'église. Ceux sur le fait que certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça. La réunion du conseil d'administration, le salaire que j'avais perdu. Lire mes propres années silencieuses, étalées dans des paragraphes numérotés, a provoqué quelque chose en moi. Cela a fait apparaître le mensonge aussi fragile qu'il l'était en réalité. J'ai pris le stylo que Ruth me tendait, et j'ai remarqué l'odeur de la pièce. Non pas celle, propre et antiseptique de mon hôpital, mon ancienne cachette. Mais celle du papier, de l'encre, et de la poussière de la quincaillerie en dessous. Pendant des années, cette odeur d'hôpital avait signifié la sécurité. Le seul endroit où personne ne me qualifiait de femme vide. Maintenant, j'étais ici, dans un endroit totalement différent. Un endroit que j'avais dû atteindre, en sortant à découvert. Et je ne me cachais plus. J'ai appuyé le stylo sur la ligne. La fine montre en or a glissé, froide contre mon poignet pendant que j'écrivais. Et j'ai pensé à ma grand-mère, qui disait toujours que la patience, ce n'est pas d'attendre. C'est de reconnaître le bon moment quand il se présente. C'était le moment. Ma signature s'est posée, nette et assurée, la chose la plus stable que j'ai signée depuis 1 an. Quand j'ai levé le stylo, c'était fait. La plainte était vérifiée. La requête était lancée. Quoi qu'il y ait dans ce dossier en ville, la machine pour le trouver était maintenant en marche. Et j'étais celle qui l'avait démarré. Ruth a rassemblé les pages et les a alignées sur le bureau.
Maintenant, nous attendons un juge, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Pour la première fois, l'attente ne ressemblait pas à de l'impuissance. Elle ressemblait à une mèche allumée. La décision est tombée par une grise après-midi, au milieu d'une gare tranquille. Ruth a appelé, et je me suis glissé dans le placard à fourniture pour lui répondre. Entouré de compresses et de sérum physiologique, mon cœur faisant cette chose qu'il ne faisait jamais au travail. Le juge l'a accordé, a-t-elle annoncé. Avec des restrictions, mais elle l'a accordé. Elle m'a expliqué les détails soigneusement, comme elle le faisait toujours. Parce que la défense avait affirmé de manière proactive que l'infertilité était la mienne, le tribunal a estimé que les propres dossiers de fertilité pertinents de Marc étaient devenus, selon les termes du juge, présumés communicables. Pas automatiquement publics. Pas un accès libre pour tous. Les dossiers seraient produits sous le coup d'une ordonnance de confidentialité, examinée d'abord par les avocats et le tribunal, et utilisée uniquement si l'affaire l'exigeait. Ce n'est une garantie de rien, a précisé Ruth, toujours prudente. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans ce dossier. Peut-être qu'il n'y a rien. Mais ils ne peuvent plus le garder fermé. Je suis resté dans ce placard, et j'ai relâché un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 7 ans. De l'autre côté de la ville, j'ai appris plus tard que la nouvelle avait été accueillie très différemment. L'avocat de Marc aurait demandé une réunion privée le jour même. Carole a appelé le bureau de Ruth à 2 reprises, et on lui a poliment répondu que l'avocate ne pouvait pas lui parler. Et pour la première fois, les gens qui avaient passé des années à décider de ce qui était vrai concernant mon corps, ont un peu pâli à l'idée qu'un tribunal décide de ce qui était vrai concernant celui de Marc. Je n'ai pas célébré la nouvelle. Je veux que vous compreniez cela. Je n'ai envoyé de message à personne, je n'ai pas souri toute seule devant le miroir. J'ai terminé mon service, j'ai mis à jour les dossiers de mes patients, et je suis rentré seul à mon appartement. Mais cette nuit-là, j'ai dormi d'une traite pour la première fois depuis des mois. Parce que je savais que le dossier arrivait. Et je savais que les dossiers, contrairement aux gens, ne savent pas mentir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas de leur côté, n'est pas venu de Marc ou de Carole. Il est venu de Paige. Elle m'a envoyé un message de nulle part, après un an de silence. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense au bébé. Je l'ai lu 3 fois. Nous ne nous étions pas parlé depuis le divorce. Elle avait pris mon mari, et ma vie, et n'avait jamais essayé de me contacter une seule fois. Et maintenant, soudainement, elle me suppliait d'arrêter un procès qui, en apparence, n'avait rien à voir avec elle. C'était là que ça bloquait. Le procès m'opposait à Marc et à Carole. Il s'agissait de mots prononcés sur mon corps, d'un poste que j'avais perdu. Pourquoi Paige, qui était censée avoir tout gagné, en aurait-elle peur? Pourquoi une femme, qui avait le bébé, le mari, et la maison, enverrait-elle un message à son ex-meilleur ami à minuit, pour lui demander de ne pas creuser? Les gens qui vous supplient d'arrêter de creuser, savent généralement ce qu'il y a dans le sol. Je l'avais appris à mes dépens, au cours de l'année écoulée. Je ne lui ai pas répondu. Je suis simplement resté avec cette question. La retournant dans ma tête, palpant les contours de quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Voici ce que j'avais compris à ce moment-là, et ce que je veux que vous entendiez si vous avez déjà été la personne calme au milieu de la tempête. Les gens qui ont le plus peur de la vérité, sont rarement ceux sur qui elle est censée s'abattre. Je n'étais pas en colère contre Paige. J'étais curieuse. D'une curiosité viscérale, et parfaitement éveillée. Si une femme silencieuse qui trouve enfin sa colonne vertébrale est le genre d'histoire qui vous plaît, abonnez-vous pour que la suite vous parvienne. Et dites-moi dans les commentaires à quel moment vous vous seriez arrêté, car j'ai failli le faire 2 fois. Mais le message de Paige ne m'a pas donné envie d'arrêter. Il m'a donné envie de continuer. Une personne effrayée venait de m'avouer, sans le vouloir, qu'il y avait plus de choses enterrées que je ne le pensais. Le dossier est arrivé 8 jours plus tard. Je veux être précise sur la manière, car c'est important. Je ne l'ai pas vu en premier. Je n'aurais pas pu, et je ne l'aurais pas fait. Je suis médecin, et il y a des dossiers que je n'ai pas le droit de toucher. Pas ceux de mon ex-mari. Ceux de personne. C'est la loi, et c'est une bonne loi. Les dossiers ont été transmis à Ruth, par les voies appropriées, sous le coup de l'ordonnance de confidentialité que le juge avait établie. Elle les a lus en présence de l'avocat de la partie adverse, comme cela est censé se passer. Ensuite, elle m'a appelé, et m'a demandé de venir à son bureau,
ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. J'ai su avant même de m'asseoir. Elle avait ce visage prudent, que prennent les gens lorsqu'ils sont sur le point de vous remettre quelque chose de lourd. Il y a 7 ans, a-t-elle commencé, Marc s'est rendu dans une clinique en ville. Celle dont vous vous souveniez. Elle a fait glisser une feuille unique vers moi. Juste la ligne qui importait. Le reste était noirci, sous le sceau du tribunal. Le diagnostic était un mot que j'avais écrit sur des dossiers des centaines de fois. Azoospermie. Aucune trace de spermatozoïde mesurable. Marc avait été informé, dans un langage clinique simple, qu'il ne pourrait pas engendrer d'enfant biologique. Il y a 7 ans. La même semaine où il était rentré chez nous d'humeur sombre, changé, et où il avait discrètement clos le sujet pour toujours. Durant ces mêmes semaines où les premières rumeurs sur moi avaient commencé. Je suis resté parfaitement immobile. Ruth m'observait de la même façon qu'on observe un patient, après lui avoir annoncé les résultats de son scanner. Je n'ai pas pleuré, et je n'ai pas crié. J'ai juste senti quelque chose d'immense, et de silencieux, se remettre en place à l'intérieur de moi. Comme un os qui retrouve son articulation. Pendant 6 ans, j'avais été la femme brisée, la femme stérile, la honte de la famille Bishop. Et l'homme qui avait laissé toute une ville le croire, savait depuis le début que la maison vide était de son fait. Il m'avait refilé sa propre honte, et m'avait laissé la porter en public pendant des années, pendant que sa mère l'épinglait sur moi à 2 mains. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec cette unique feuille de papier pliée dans mon sac, et je n'ai pas allumé la radio. Je m'attendais à me sentir triomphante. Je m'y étais préparé, je m'en étais même inquiété, car je ne voulais pas devenir le genre de personne qui se réjouit de la ruine des autres. Mais le triomphe n'est jamais venu. Ce qui est venu à la place, était quelque chose de plus étrange, et de plus triste. Presque un deuil. J'avais passé 6 ans de ma vie, à absorber une blessure qui n'avait jamais été la mienne. Chaque regard de pitié à l'église. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça. Chaque nuit où je restais éveillé, à me demander ce qui n'allait pas chez moi, ce que j'avais échoué à donner, pourquoi mon corps avait prétendument trahi mon mariage. Tout cela avait été une histoire, écrite par Marc, pour couvrir une vérité qu'il ne pouvait pas affronter sur lui-même. Je me suis assise dans ma voiture, sur le parking devant mon appartement. Comme je semble toujours finir par m'asseoir dans des voitures, au tournant de ma vie. Et j'ai dit quelque chose à voix haute, à personne. La même chose que j'avais dite à Carole, dans ce couloir d'hôpital. Est-ce vraiment ce que vous croyez? Seulement maintenant, je comprenais ce que je demandais depuis le début. Je l'avais demandé à une femme, tellement certaine que j'étais brisé. Et la réponse, la vraie réponse, reposait dans un dossier scellé, dans une ville à 1 heure de route, pendant tout ce temps. Je n'étais pas brisé. Je ne l'avais jamais été. Le soulagement de cette découverte n'est pas arrivé comme un feu d'artifice. Il est arrivé comme une longue expiration. Comme la première respiration complète, après des mois de respiration superficielle. Et sous cela, une nouvelle question se soulevait déjà. Une question que je ne pouvais pas refouler. Voici quelle était cette question, et je ne pouvais plus l'ignorer une fois qu'elle s'était formée. Si Marc ne pouvait pas engendrer d'enfant il y a 7 ans. Si la clinique avait raison, si le diagnostic tenait toujours. Alors le petit garçon dont Carole s'était vanté dans ce couloir. Le fils que Marc paradait à travers la maternité. L'enfant qu'il m'avait quitté pour aller faire avec ma meilleure amie. Ne pouvait pas être le sien. L'arithmétique était brutale, bien que relativement simple. Un homme avec ce diagnostic n'engendre presque jamais un enfant de façon naturelle. Ce n'est pas impossible dans certains cas rares, mais c'est extrêmement improbable sans un traitement que Marc n'avait jamais cherché. Ce qui laissait une contradiction trop énorme pour être ignorée. Soit la clinique s'était lourdement trompée, ce qui arrive mais rarement. Soit le bébé que toute la ville croyait être le fils de Marc Bishop, avait été engendré par quelqu'un d'autre. Je n'allais pas prétendre savoir laquelle des 2 options était la bonne. Mais je savais que c'était une question qui nécessitait une vraie réponse. Pas une rumeur. Et soudain, le message nocturne de Paige prenait un sens horrible, et parfait. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense au bébé. Elle ne s'inquiétait pas que mon procès blesse les sentiments de Marc. Elle s'inquiétait de ce qu'un tribunal, rempli de dossiers médicaux, pourrait forcer à éclater au grand jour. Parce que Paige savait quelque chose que le reste de la ville ignorait. Elle savait de qui était réellement le bébé.
Je veux être prudente ici, sur ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, car il est important pour moi d'avoir fait les choses correctement. Je ne suis pas allé fouiller dans le dossier médical du bébé. Je n'en avais pas le droit, et je ne l'aurais pas fait. L'enfant était innocent dans tout cela, et je n'ai jamais rien souhaité d'autre que du bien à cet enfant. Ce que j'avais, c'était une contradiction. Exposée à la vue de tous, et créée entièrement par la propre ligne de défense des Bishops. Ils avaient juré que l'infertilité était la mienne. Le dossier disait que c'était celle de Marc. Et un petit garçon en bonne santé, de l'autre côté de la ville, disait que quelqu'un mentait sur quelque chose de bien plus grave qu'un mariage. J'ai appelé Ruth. Je pense qu'il y a plus de choses enterrées, lui ai-je dit. Elle n'a même pas hésité. Alors laissons le tribunal les trouver. Pas nous. Le tribunal. L'homme qui était entré dans la chambre d'hôpital ce jour-là. Celui dont je vous ai parlé au tout début. Il avait un nom, Daniel Reyes. Je ne le connaissais pas à l'époque. J'ai appris son existence de la même manière que j'ai tout appris dans cette histoire. Lentement, correctement, par les voies qui ne mentent pas. Il s'est avéré que pendant les mois où Paige et Marc commençaient à se fréquenter, alors que Marc racontait encore au monde entier que sa femme était brisée, Paige avait également une liaison avec quelqu'un d'autre. Daniel. Un homme discret d'après tout le monde, qu'on avait laissé croire que leur relation était plus sérieuse qu'elle ne l'était. Quand elle a choisi Marc, Paige a complètement coupé les ponts avec Daniel. Elle a bloqué son numéro, ne lui a jamais dit qu'elle attendait un enfant. Elle n'a jamais soufflé mot d'une date d'accouchement, ni d'un hôpital. Elle avait parié qu'il disparaîtrait tout simplement. Qu'il ne ferait jamais le lien. Mais le calendrier ne lui semblait pas cohérent. Et il avait continué à poser des questions discrètes, aux quelques personnes qu'il connaissait tous les deux. Ce matin-là, justement, l'une d'elles avait laissé échapper le nom de l'hôpital et la date. Alors, il est venu voir l'enfant qu'il soupçonnait être le sien. Et à la seconde où il a franchi cette porte. La seule personne qu'elle était si sûre de ne jamais voir la retrouver. Le visage de Paige s'est vidé de toute couleur. C'est cette image que je veux que vous gardiez en tête. Carole, suffisante près des ascenseurs, certaine que la vie parfaite de son fils avait prouvé que je n'avais aucune valeur. Et 5 pas derrière elle, entrant dans la chambre de maternité, la preuve vivante que cette vie parfaite était construite sur le même genre de mensonge, que celui sous lequel il m'avait enterré pendant des années. Je n'ai pas orchestré ce moment. Je ne l'ai même pas compris quand il s'est produit. J'ai juste souri à Carole, et je lui ai demandé si c'était vraiment ce qu'elle croyait. Et puis une porte s'est ouverte, un étranger l'a franchie. Et tout un château de mensonges a commencé à s'effondrer silencieusement, sans que je n'aie à lever le petit doigt. Daniel, comme cela allait s'avérer, avait des questions auxquelles un tribunal pouvait répondre. Et dans une ville où tout le monde avait été si sûr de connaître la vérité sur mon corps, la vérité sur celui de tous les autres était sur le point d'avoir son heure de gloire. Marc le savait. C'est la chose à laquelle j'en reviens sans cesse. La chose qui fait passer cette histoire de triste à impardonnable. Il savait depuis 7 ans qu'il ne pouvait pas engendrer d'enfant. Alors, quand Paige est tombée enceinte, il savait avec une certitude absolue que le bébé n'était pas de lui. Et il l'a pris quand même. Il s'est tenu debout devant sa mère, devant son église, et devant son petit monde entier, et les a laissés croire qu'il avait fait un fils. Le fils que sa première femme, stérile, avait échoué à lui donner. Il s'était servi d'un enfant qui n'était pas le sien, pour parachever l'histoire qui m'avait détruite. Pensez à l'audace de la chose. La cruauté n'est même pas la liaison, ou le mensonge sur mon corps. Bien que ce soit déjà assez grave. C'est qu'il a regardé un bébé dont il savait qu'il ne pouvait pas être le sien. Et il y a vu, avant tout, un accessoire. Une preuve de sa virilité. Le point final de la phrase qu'il écrivait sur moi depuis des années. J'ai honnêtement essayé de trouver de la compassion pour lui. Je ne suis pas une personne dure de nature. Mais chaque fois que j'essayais d'en trouver, je heurtais ce même mur. Il avait eu une centaine d'occasions de dire la vérité, et de me laisser partir tranquillement. Au lieu de cela, il avait construit un monument à la gloire d'un mensonge, et avait placé un véritable enfant à son sommet. Quand Ruth m'a dit que l'avocat de Marc était devenu silencieux. Plus de requêtes, plus de combats. Juste une demande pour discuter d'une résolution de l'affaire. J'ai compris pourquoi. Marc n'avait plus peur de perdre le procès. Il avait peur de ce que le procès allait dire à voix haute,
devant tout le monde, à propos du fils qu'il exhibait fièrement. Il avait passé 7 ans à contrôler l'histoire. Et pour la première fois, l'histoire était sur le point de lui échapper complètement. Carole est venue me voir avant l'audience. Elle s'est présentée à mon appartement un dimanche, dans ses vêtements du dimanche, et j'ai failli ne pas ouvrir la porte. Quand je l'ai fait, elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs. Plus petite. Elle ne s'est pas excusée. Je veux être honnête à ce sujet, car pendant un instant, j'ai cru qu'elle le ferait. Elle s'est tenue sur le pas de ma porte, et m'a demandé, d'une voix fêlée, d'abandonner les poursuites. Pas pour Marc, a-t-elle dit. Pour la famille. Pour le bébé. Pour le nom. Et pendant qu'elle parlait, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. J'ai vu une femme qui avait été trompée par son propre fils pendant 7 ans. Une veuve qui avait tout misé sur un seul garçon, et qui s'était construite autour de la certitude qu'il était quelqu'un de bien. Elle n'avait pas répandu ces mots cruels parce qu'elle était malveillante. Elle les avait répandus, parce que Marc les lui avait remis, polis et remplis de certitude. Et qu'elle l'avait trop aimé pour douter de lui un seul instant. Le temps d'une respiration, sur le pas de ma propre porte, j'ai eu de la peine pour elle. Elle était humaine. Elle avait été utilisée, elle aussi. Mais ensuite, elle l'a redit. La réplique qu'elle portait depuis des années. Sauf que cette fois, elle est sortie comme une supplication, au lieu d'une sentence. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça, Mira. Pourquoi traîner tout le monde dans la boue pour ça? Et j'ai compris que même maintenant. Même au bord du précipice de la vérité. Elle préférait protéger le mensonge, plutôt que de le lâcher. La compassion n'est pas synonyme de capitulation. Je pouvais voir sa douleur, tout en refusant de porter la honte de son fils un jour de plus. Carole, lui ai-je dit doucement. Rentrez chez vous. Cette boue n'a jamais été la mienne. Elle est partie sans ajouter un mot, et j'ai fermé la porte. Et je ne me suis pas senti cruel. Je me suis senti libéré. L'avocat de Marc a proposé un accord. Un accord discret. Il paierait une somme, publierait une rétractation privée au conseil d'administration de l'hôpital, et rendrait mon dossier professionnel à nouveau vierge. Si j'acceptais de tout sceller, et de ne plus jamais en parler. Ruth a posé l'offre sur son bureau, et m'a observé. C'est un bon accord sur le papier, a-t-elle dit. Vous récupéreriez votre réputation. Le conseil connaîtrait la vérité. Vous pourriez repartir avec tout ce que vous êtes venu chercher. Elle n'avait pas tort. Statistiquement parlant, c'était une victoire. Tout ce que j'avais dit vouloir. Ma réputation restaurée. Le poste à nouveau en jeu. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de laisser la vérité être murmurée dans une arrière-salle. Puis enfermée dans un tiroir pour toujours. Pendant que Carole continuerait à sortir sa réplique à l'église. Et que Marc continuerait à exhiber un fils qui n'était pas le sien. Et que l'histoire de la femme médecin brisée, resterait à moitié vivante, dans les coins de la ville où les rétractations privées n'arrivent jamais. J'y ai longuement réfléchi. Puis j'ai dit à Ruth, non. Pas par rancune. Je veux être clair, car la différence est importante. Je n'ai pas refusé parce que je voulais regarder Marc brûler. J'ai refusé, parce qu'une vérité privée n'était qu'une version plus silencieuse du même mensonge. Pendant 6 ans, il l'avait proclamé à mon sujet, à voix haute dans les églises, et lors des repas partagés, là où tout le monde pouvait l'entendre. La rectification devait vivre au même endroit. Pas un murmure. Pas un tiroir scellé. La vérité, dite une fois pour toutes, là où elle comptait. Devant les mêmes personnes, qui avaient cru au mensonge. Je ne vais pas murmurer des excuses pour une blessure qu'il m'a infligée, ai-je dit à Ruth. Je vais le dire une fois, là où ça compte, et ensuite j'en aurai fini de le porter. Ruth a rebouché son stylo, et a souri. Alors, nous allons au tribunal, a-t-elle dit. Portez quelque chose dans lequel vous pouvez respirer. L'audience a eu lieu au tribunal du comté, par une matinée claire et froide. Je m'attendais à être nerveuse. J'avais géré 1 millier de réanimations sans que mes mains ne tremblent. Mais là, c'était différent, parce que cette fois-ci, ce qui était sur la table d'opération, c'était moi. La salle s'est remplie d'une manière qui vous dit tout, sur le fonctionnement des petites villes. 2 membres du conseil d'administration de l'hôpital, présents pour voir sur quoi ils s'étaient trompés. Plusieurs femmes du cercle paroissial de Carole,
celle-là même qui avait acquiescé à sa pitié pendant des années. Carole elle-même, raide au deuxième rang. Marc à côté de son avocat, pâle et en sueur, dans un costume qui ne lui allait plus très bien. Et pêche vers le fond de la salle, se tenant très immobile. Avec un homme discret nommé Daniel, assis 2 rangées derrière elle. Dont elle pouvait sentir la présence sans se retourner. Je me suis assise à la table de Ruth, et j'ai senti toute l'architecture des 7 dernières années réunies dans une seule pièce. Pendant 6 ans, ces gens avaient été les spectateurs de mon humiliation. Ils avaient regardé une femme se faire marquer au fer rouge dans le silence, et n'avaient rien dit, ou pire, l'avaient répété. Maintenant, ils étaient les spectateurs de quelque chose d'autre. C'était la partie sur laquelle j'avais insisté. La partie que Ruth comprenait. Le mensonge avait été public. La vérité devait être publique aussi, devant les mêmes yeux. Sinon, cela ne défrait jamais vraiment ce qui avait été fait. Je n'étais pas là pour crier. J'avais décidé cela des semaines auparavant. J'étais là pour laisser la vérité se lever dans la lumière, et être prise en compte. Avec des témoins, officiellement consignés. Dans le seul genre d'endroit où prononcer de faux serments a un prix. La juge a pris place. La salle est devenue silencieuse, et j'ai senti la montre de ma grand-mère, fraîche et sûre contre mon poignet. Égrenant le moment que j'avais attendu pendant 7 ans. Ruth n'a pas élevé la voix une seule fois. C'est ce dont je me souviens le plus. Elle a construit son argumentation, de la même façon qu'on construit un diagnostic. Une découverte à la fois. Calme et sans précipitation, jusqu'à ce que la conclusion soit la seule option restante. Elle a établi les déclarations, les dates, les témoins. Les propres mots de Carole, répétés lors des repas partagés et des cercles de prière. Que, certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça. Elle a établi le préjudice. La promotion perdue, le salaire, les dommages documentés à ma réputation. Puis, elle a abordé l'affirmation même de la défense, selon laquelle les déclarations étaient vraies. Que l'infertilité était la mienne. Et elle a demandé au tribunal d'examiner les dossiers, que la défense avait contraint à inclure dans l'affaire, en avançant précisément cet argument. En vertu de l'ordonnance de confidentialité, seule la ligne nécessaire a été lue. Il y a 7 ans, Mark Bishop avait été diagnostiqué dans une clinique en ville, avec une condition qui rendait la procréation biologique médicalement impossible. La température de la pièce a changé. J'ai regardé les femmes de l'église se tourner vers Carole, qui avait pris la couleur du papier. Puis Ruth, avec une douceur infinie, a posé la contradiction sur la table. Celle que les Bishop avaient construite de leurs propres mains. La défense avait juré que le vide de notre mariage était de ma faute. Le dossier disait que c'était de la faute de Marc. Et il y avait, selon les propres dires bruyants de la famille, un petit garçon. Elle a fait remarquer que la question de la paternité de cet enfant était devenue pertinente pour les questions de pension alimentaire et de garde, actuellement devant un tribunal connexe. Et que les tests génétiques dans cette procédure n'avaient pas confirmé la paternité biologique de Marc. Elle l'a dit simplement. Sans drame. De la manière dont on lirait une valeur de laboratoire. Et c'est là que Marc s'est levé. C'est faux. Vous ne pouvez pas, sa voix s'est brisée à travers la salle d'audience. La juge lui a dit de s'asseoir. Carole était debout aussi maintenant. Prononçant mon nom comme une accusation. Disant que cela ne pouvait pas être vrai. Disant que j'avais tout déformé. Eux deux, bruyants et en train de s'effondrer. Pendant que je restais parfaitement immobile à ma table, sans dire un mot. Carole s'est alors retournée contre moi, comme les gens qui se noient s'accrochent à tout ce qui est à portée de main. Son sang-froid s'était évaporé. Sa certitude de souper paroissial était grande ouverte et brisée. Et des décombres, sont sortis les seuls mots qui lui restaient. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça, a-t-elle crié, en pointant un doigt tremblant à travers la pièce. Certaines femmes ne le sont tout simplement pas, elle n'a même pas pu finir sa phrase la deuxième fois. Et je me suis levé lentement. Car j'avais attendu 7 ans, et je n'allais pas précipiter les choses. Je n'ai pas crié. J'ai gardé ma voix plate, et claire. La voix que j'utilise quand je dois annoncer à une famille quelque chose de vrai, et de difficile. Le genre de voix qui est plus calme que la pièce ne peut le supporter. Vous avez raison, Carole, ai-je dit. La salle d'audience entière est tombée dans le silence. Vous avez tout à fait raison.
Une seule personne dans ce mariage n'a jamais été faite pour avoir des enfants. J'ai laissé cela infuser. J'ai regardé Marc, puis je suis revenu à sa mère. Le dossier n'a jamais porté que son nom à lui. Quelque part, dans un coin de ma tête, un cantique jouait. Celui de mon mariage. Celui que Carole avait choisi. Celui qui avait flotté dans cette église, le jour où je m'étais marié dans tout ce désastre. Il signifiait une chose à l'époque. Il signifiait exactement le contraire, aujourd'hui. La main de Carole est retombée. Marc avait le visage enfoui dans ses mains. Et les femmes du cercle paroissial, celles qui avaient approuvé ma ruine pendant des années, étaient assises là. Avec la vérité s'installant enfin sur elles, réorganisant tout ce qu'elles pensaient savoir. Je n'étais pas mal faite. Je n'avais jamais été mal faite. L'homme qui avait laissé toute une ville croire le contraire, était assis à 2 mètres de là, en train de s'effondrer. Tandis que la femme calme qu'il avait qualifiée de brisée, se tenait fermement sur ses 2 jambes. Je l'avais dit une fois. À voix haute, là où ça comptait. Et j'étais enfin en train de m'en délester. Ce qui a suivi n'a pas été dramatique, comme vous pourriez l'imaginer. Il n'y a pas eu de cri. Personne n'a été traîné dehors. C'était plus silencieux que ça. Et d'une certaine manière, pire pour les bishops à cause de cela. Marc n'a pas nié de nouveau. Il ne le pouvait pas. Il est resté assis, la tête baissée, pendant que son propre avocat demandait une suspension de séance. Et quand la juge l'a accordé, il ne s'est pas levé. Il est juste resté là, voûté dans son costume mal ajusté. Un homme regardant cette année d'un récit méticuleux, s'effondrait en une seule matinée. Les femmes de l'église ont rassemblé leurs manteaux et leurs sacs à main, et sont sorties, les yeux baissés. Et je savais que d'ici le soir, la véritable histoire circulerait en ville aussi vite que le mensonge ne l'avait jamais fait. Carole les a suivis dehors, plus petite que je ne l'avais jamais vue. N'étant plus le général d'aucune campagne. Et Paige s'était éclipsé pendant la suspension. Mais pas avant que Daniel ne se lève de son siège, 2 rangées plus loin, et ne sorte par la même porte, la suivant de près. La question de ce bébé se dirigeait maintenant vers un endroit, où elle pourrait enfin trouver une réponse honnête. Je suis resté assise à la table, et j'ai laissé la salle se vider autour de moi. Ruth a posé une main sur mon épaule. « Vous avez fait ça sans élever la voix ?» a-t-elle dit. « Je fais ce métier depuis 30 ans. Vous seriez surprise de voir à quel point c'est rare. » Les choses mesurables sont arrivées dans les semaines qui ont suivi, comme c'est toujours le cas. La réputation de Marc en ville. La chose qu'il avait protégée à mes dépens pendant des années. C'est tout simplement évaporé. Vous ne pouvez pas fuir un palais de justice, dans un endroit aussi petit. Il est parti en l'espace de quelques mois. Il a déménagé 2 États plus loin, quelque part où personne ne connaissait encore l'histoire. Il avait passé 7 ans à s'assurer que tout le monde croit un mensonge sur moi. À la fin, la vérité n'a pas eu besoin que je le poursuive. Elle avait juste besoin d'être dite une fois, dans la bonne pièce. Le conseil d'administration de l'hôpital n'en a pas fait tout un plat. Ce qui m'allait très bien. Quelques semaines après l'audience, le président a demandé à me voir. Il était l'un des 2 qui s'était assis dans cette salle d'audience. Et il avait l'air inconfortable, d'un homme qui avait cru la mauvaise chose et le savait. Il m'a annoncé que le poste de direction du service était de nouveau ouvert. Il m'a dit qu'ils avaient réexaminé l'affaire, et trouvé que les préoccupations antérieures concernant mon jugement et ma stabilité, étaient sans fondement. Il ne s'est pas tout à fait excusé. Mais il s'en est approché. Et de la part d'un conseil d'administration d'hôpital, s'en approcher, est à peu près tout ce que vous pouvez obtenir. J'ai pris le poste. Pas parce que j'avais besoin de gagner une chose de plus. Mais parce qu'il m'appartenait. Construit de mes propres mains, et avec mes propres années. Et je n'allais pas laisser un mensonge m'en tenir éloigné un jour de plus. Lors de ma première semaine en tant que directrice du service, je suis entré dans la salle de traumatologie. Et j'ai respiré cette odeur propre de coton et d'antiseptique. Celle qui signifiait autrefois la sécurité, parce que c'était le seul endroit où personne ne me qualifiait de femme vide. Elle sentait différemment maintenant. Elle sentait comme une place que j'avais méritée, et que j'avais récupérée. Pas comme un endroit où je me cachais. J'ai dirigé ma première réanimation en tant que chef, avec les mains aussi fermes qu'elles l'avaient toujours été. Et après, debout devant le lavabo en train de me laver,
j'ai croisé mon propre reflet dans la fenêtre sombre. Et je n'ai pas reconnu la fatigue qui habitait autrefois mon visage. Elle avait disparu. Je veux vous dire que je me suis senti réhabilité. Et c'était le cas. Mais plus que ça, je me suis senti légère. Comme si j'avais porté un sac de pierre pendant 7 ans, sans savoir que la poignée était juste là. Et quelqu'un m'avait enfin montré que j'avais le droit de le poser. Les gens veulent toujours savoir ce qui est arrivé à tout le monde ensuite. Alors, laissez-moi vous le dire, et ensuite je vous laisserai partir. Marc est parti. Comme je l'ai dit, aux dernières nouvelles, il était quelque part dans l'Ouest, à recommencer à zéro dans un endroit qui n'avait pas encore entendu l'histoire. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne lui souhaite plus grand-chose, d'ailleurs. Ce qui est une forme de liberté en soi. Carole a perdu la chose autour de laquelle elle s'était entièrement construite. Non pas parce que je la lui ai enlevée. Je n'ai jamais prononcé un mot contre elle à cette église. Mais parce que la vérité sur son fils était tout simplement trop énorme, pour être gardée à l'extérieur d'une ville de cette taille. Le cercle des femmes qu'elle avait dirigé pendant 30 ans, a doucement continué d'avancer sans elle. J'ai entendu dire qu'elle avait arrêté d'y aller. J'ai ressenti une petite et véritable tristesse à ce sujet. La tristesse qu'on ressent pour quelqu'un qui a choisi le mensonge, jusqu'à ce qu'il lui prenne tout. Paige et Daniel ont réglé l'affaire du bébé par le biais des tribunaux. De la manière appropriée. Et j'espère, pour le bien de cet enfant, qu'ils ont trouvé une forme de stabilité de l'autre côté. Ce petit garçon n'avait rien demandé de tout cela. Paige et moi ne nous sommes plus jamais parlé. Certaines amitiés ne se brisent pas. Elles s'avèrent simplement n'avoir jamais été ce que vous pensiez. Et vous les posez, avec le reste. Quant à moi. J'ai gardé le poste, j'ai gardé l'appartement, j'ai gardé la montre à mon poignet. Je n'ai pas déposé d'autres recours. J'avais obtenu ce pourquoi j'étais venu. Mon nom était lavé, et la vérité tenait debout toute seule. Et c'était suffisant. Il y a eu une dernière chose que j'ai faite, et après j'en avais terminé. J'ai écrit un petit mot à Carole. Pas un long. Pas un mot de colère. J'avais pensé à elle, se tenant sur le pas de ma porte dans ses vêtements du dimanche. Une femme qui avait été trompée par son propre fils, et qui avait quand même choisi le mensonge. Et j'ai découvert que je ne voulais emporter aucune colère envers elle, dans le reste de ma vie. La colère n'est qu'un sac de pierre de plus. Alors, j'ai fait simple. Je ne porterai plus le mensonge de votre fils, ai-je écrit. Vous ne devriez pas non plus. C'était tout. Je ne m'attendais pas à une réponse, et je n'en ai pas eu. Mais l'écrire a clos quelque chose. J'ai fait glisser la montre de ma grand-mère de mon poignet ce soir-là, et je l'ai tenue pendant 1 minute. En repensant à ce qu'elle disait toujours. Que la patience, ce n'est pas d'attendre. C'est de reconnaître le bon moment quand il se présente. J'avais attendu 7 ans le bon moment. Il était arrivé, et j'avais été au rendez-vous. Et maintenant, le temps que cette montre comptait, n'était plus emprunté à un futur règlement de compte. Il était juste le mien. Tout le reste de ma vie silencieuse, enfin, entièrement la mienne. Si vous ne retenez qu'une chose de mon histoire, que ce soit ceci. La vérité ne crie pas, et elle ne poursuit personne. Elle attend, tout simplement. Patiente comme une montre. Le jour où quelqu'un cessera enfin d'avoir peur, et posera la bonne question à voix haute. Voilà mon histoire. 6 années avec une réputation qui n'a jamais été la mienne, et une question silencieuse, qui a tout fait s'effondrer. Si on vous a déjà dit que vous étiez la personne brisée, prenez ceci comme un signe pour arrêter de porter ce fardeau. Dites votre vérité là où ça compte, puis posez-la. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.